La veille de notre mariage, mon NOM est soudainement apparu dans la conversation de groupe des demoiselles d'honneur. Je lustrais mes boutons de manchette lorsque son iPad s'est rallumé. 3e fois en 20 minutes. 23h48, la veille de notre mariage. L'écran brillait comme un piège. Et je jure que quelque chose en moi savait déjà. J'ai jeté un œil. Elle ronflait légèrement, de la bave sur son oreiller, son peignoir en soie glissant d'une épaule comme pour une séance photo sur le thème de la trahison. Le message venait de Carly, sa première demoiselle d'honneur. J'arrive pas à croire qu'elle aille jusqu'au bout. Pauvre Greg. Mon nom. Mon nom prononcé sur ce ton. Je n'ai pas immédiatement touché l'écran. Je suis resté là, figé, un bouton de manchette à la main, comme un homme lustrant son propre nœud coulant. Mon premier instinct n'a même pas été la rage. C'était ce serrement dans la gorge que l'on ressent quand on se souvient trop tard d'avoir laissé la cuisinière allumée. Une lente brûlure insidieuse. Puis j'ai touché l'écran. L'iPad n'était pas verrouillé. Bien sûr que non. Il était synchronisé avec ses messages, ses conversations de groupe, ses secrets. La plupart des hommes l'auraient refermé en se disant « Je lui fais confiance ». Je lui faisais confiance hier. Aujourd'hui, j'ai fait défiler. La conversation s'appelait les sorcières du vin blanc. Et les dernières 24 heures étaient un accident de train au ralenti. J'ai fait défiler, dépassant un mème d'un boulet de prisonnier sur lequel mon visage avait été photoshopé. Une photo de son enterrement de vie de jeune fille à Cabo. Elle embrassait un homme que je ne reconnaissais pas. Sa main glissait sous le dos de son maillot de bain. Plongé en action. Un surnom. Plongé. Ma mâchoire s'est crispée si fort que j'ai cru qu'une molaire allait se briser. Elle dit qu'elle va jusqu'au bout pour s'assurer la maison, puis elle demande le divorce une fois les papiers en règle, avait écrit Carly plus tôt dans la soirée. Honnêtement, il est ennuyeux mais stable. Je ferai la même chose. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai continué à faire défiler comme si c'était une recherche. Avez-vous déjà réalisé que vous étiez le seul à ne pas savoir que la blague portait sur vous? Si vous êtes toujours là, oui, je sais que ça résonne différemment, comme être à la fois la chute de la blague et l'idiot. Alors, si cela vous semble déjà familier, n'hésitez pas à vous abonner. Je promets que ça va empirer avant que ça ne devienne satisfaisant. Bref, revenons à la conversation de groupe. Il y avait un sondage. Combien de temps avant qu'elle ne demande le divorce? Option, 3 mois, 6 mois, avant Noël. Après qu'ils achètent la Tesla, LOL. La plupart avaient voté pour avant Noël. L'une a envoyé un emoji qui pleure de rire. Une autre m'a appelé papa ruban adhésif. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je ne le sais toujours pas. Peut-être que je ne veux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que j'ai refermé l'iPad comme s'il était radioactif. J'ai fixé son dos, sa respiration paisible, comme si elle n'avait pas répété un rôle pendant des mois pour décrocher le plus triste des imbéciles en costume. Je n'ai pas dormi. Je ne me suis même pas assis. Je suis resté debout dans cette chambre d'hôtel, éclairé uniquement par l'horloge numérique et une faible lueur du couloir sous la porte. Mon reflet dans le miroir ressemblait à un homme au mauvais enterrement. J'ai commencé à réexaminer chaque mot, chaque instant, chaque regard qu'elle m'avait jamais accordé, me demandant lesquels étaient répétés, lesquels étaient réels. Plongé. Comme si j'étais une solution de repli stratégique, une contingence, un idiot fiable. Elle s'est retournée dans son sommeil et a marmonné quelque chose qui ressemblait à Greg. J'ai eu la nausée. Je suis allé au mini-frigo, j'ai sorti une de ces mignonnettes hors de prix de Jack Daniels et je l'ai bu d'un trait. Ça brûlait comme la vérité. Puis je me suis assis au bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher le centre d'affaires de l'hôtel. S'il montait une pièce de théâtre, je me suis dit que j'allais rejoindre la troupe, mais avec mon propre scénario. À exactement minuit 27, j'ai ouvert un nouveau document Word et l'ai intitulé « Félicitations pour la performance, mémoire d'un mariage ». Quels est leurs vins, leur rendez-vous chez le coiffeur, leurs ajustements de dernière minute. Demain, je laisserai le spectacle continuer, mais ce serait moi qui tiendrais les projecteurs. J'ai continué à faire défiler, non pas parce que je voulais plus de douleur. J'en avais déjà pour toute une vie avec ces 5 premiers messages, mais parce qu'à ce stade, arrêter aurait été comme une capitulation. Chaque nouvelle bulle de discussion était un couteau dans lequel je choisissais de marcher.
Je suppose que c'est ça, la trahison. Une fois que vous ouvrez la porte, vous ne pouvez pas vous empêcher d'entrer complètement. La photo suivante m'a tordu l'estomac. Pas le baiser de Cabot. Ça, je l'avais déjà vu. Non, celle-ci était pire. C'était un selfie. Ma fiancée, Anna, allongée dans un lit, les cheveux en désordre, le maquillage coulé, à moitié nue, faisant un doigt d'honneur à l'appareil photo avec un grand sourire stupide. Le bras tatoué d'un homme enroulé autour de sa taille. La légende, la parfaite petite épouse. Carly avait répondu, MDR ma belle, j'arrive toujours pas à croire que tu vas enfiler cette robe demain comme si de rien n'était. Une autre avait ajouté, comportement de reine. Épouse le plan B. Garde les à côté pimentés. J'étais le plan B. Plan G. Le bon vieux Greg, le gars qui payait toujours l'addition, se souvenait des anniversaires, riait à leurs blagues de brunch et avait peint la chambre d'amis en vert écume de mer parce que ça semblait apaisant. Je n'étais pas apaisant. J'étais une foutue piste d'atterrissage. Puis est venu le sondage. On lui donne combien de temps? Les choix, une semaine avant qu'elle ne craque. Elle va en profiter pour la maison. Tant que l'intimité est tolérable. Jusqu'à ce qu'elle rencontre accidentellement quelqu'un de plus riche. Carly a voté pour en profiter pour la maison. Une autre des demoiselles d'honneur, Jenna je crois, a écrit, honnêtement, elle dit que Greg est correct au lit mais trop fade. Elle m'a dit qu'elle simule pour qu'il finisse plus vite. J'ai refermé l'iPad, sans le claquer, sans le jeter. Je l'ai refermé comme un homme qui vient de finir d'examiner les preuves sur une scène de crime, vous voyez, parce que c'est ce que c'était. Une scène. Un petit crime du cœur, mis en scène, organisé et approuvé par le groupe. Aucune conscience, aucune culpabilité, juste un travail d'équipe. C'est à ce moment-là que le dégoût s'est transformé en quelque chose de plus froid. J'ai regardé autour de la suite de l'hôtel, les housses à vêtements suspendus dans le placard, sa robe drapée comme un drapeau en territoire ennemi, mes chaussures bien alignées sous le porte-bagages, son flacon de parfum renversé sur le comptoir comme s'il s'était évanoui de tous ses mensonges. Et là, sur la table de chevet, sa copie des vœux de la cérémonie, écrit à la main sur du papier à en-tête monogrammé, le genre qu'elle m'avait fait commander sur Etsy parce que le papier normal ne semblait pas assez sacré. Je me souviens avoir lu son brouillon une semaine plus tôt. La phrase « Je t'ai choisi parce qu'avec toi, je me sens en sécurité ». Maintenant, je réalisais ce qu'elle voulait dire. J'étais sûr, prévisible, contrôlé. Un passif devenu un actif, comme ranger un couteau émoussé dans un joli tiroir. Alors j'ai fait un choix. Pas le cœur brisé, pas la fureur. La stratégie. Je me suis assis, j'ai rouvert l'iPad, j'ai fait des captures d'écran. De tout. Le sondage, les photos, les blagues sur le papa ruban adhésif, même un de ces messages qui disait « Il est ennuyeux, mais au moins je sais qu'il ne me trompera pas. Je suis trop fatigué pour courir après la passion. » C'est drôle, je n'étais pas fatigué du tout. J'étais grand éveillé. J'ai créé un dossier partagé sur Google Drive, je l'ai nommé « Document pour le mariage », j'y ai tout téléchargé, ajoutant même une photo de fiançailles souriante de nous en couverture. J'ai modifié la visibilité du dossier en « Toute personne disposant du lien peut consulter ». Puis j'ai commencé à rédiger un document simple, pas une diatribe, pas un manifeste, juste un résumé clair et organisé de ce que j'avais lu, avec des horodatages, des noms et des captures d'écran. La chronologie exacte de la façon dont je suis passé de fiancé à imbécile en moins de 30 minutes. J'avais passé des mois à préparer ce jour. Traiteur, playlist musicale, marque-place assortie au faire-part. Je me suis dit que si j'allais tout faire exploser, le moins que je puisse faire, c'était d'être organisé. Quand j'ai de nouveau posé les yeux sur elle, elle dormait toujours paisiblement, rêvant probablement de prêts immobiliers et d'amants. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. Mais je n'allais pas être le plan G non plus. Plus jamais. Elle s'est réveillée en fredonnant. Vraiment, en fredonnant comme si c'était un putain de matin de Disney. La lumière filtrait à travers les rideaux entr'ouverts, effleurant le bord de son voile accroché à la porte du placard, flottant légèrement à cause de la climatisation. Elle s'est étirée, a fait craquer son cou et a dit « le grand jour ». J'étais déjà habillé. Pas en smoking, juste un jean, un polo, des chaussons d'hôtel. J'avais pris une douche en silence pendant qu'elle ronflait sous des draps blancs et moelleux. Sans le moindre souci au monde.
J'avais fixé le miroir pendant 10 minutes d'affilée, étudiant un homme que je ne reconnaissais pas. J'avais versé du café dans un gobelet et je m'étais tenu à la fenêtre, observant le personnel matinal de l'hôtel s'affairer comme des fourmis, préparant le rêve de quelqu'un d'autre. Elle s'est retournée en se frottant les yeux. « Salut chérie », dit-elle d'une voix ensommeillée. « Tu as dormi ?» J'ai esquissé un sourire. Elle s'est assise, les cheveux en pagaille, le visage bouffi. « Oh mon Dieu, j'ai genre 4 rendez-vous aujourd'hui. Manucure à 9 h, coiffure et maquillage à midi. Tu t'occupes du plan de table, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Je m'occupe des fleurs et des marque-places. Elle a hoché la tête, puis a remarqué l'iPad sur le bureau. Le couvercle était maintenant fermé. Je l'avais laissé ainsi exprès. Décontracté, innocent, un pistolet chargé à la vue de tous. Elle ne l'a pas touché. Au lieu de cela, elle s'est levée et s'est approchée, enroulant ses bras autour de ma taille. Je l'ai laissé faire, sa joue pressée contre ma poitrine, sa voix étouffée. Tu te rends compte qu'on y est enfin? J'ai frotté son dos. Ouais, ça semble irréel. Elle s'est juste assez reculée pour m'embrasser sur la joue. Un baiser doux, bien rodé, mécanique, comme si elle l'avait fait 1000 fois sans jamais y mettre le cœur. Je t'aime, dit-elle, attrapant déjà son peignoir. Je n'ai pas répondu. J'ai pris la clé de la chambre et j'ai passé mon sac à dos sur mon épaule. Il était déjà prêt. Ordinateur portable, chargeur, la clé USB avec les captures d'écran, des copies imprimées, tout. Mon smoking était toujours suspendu dans le placard. Je voulais qu'elle le voie. Je voulais qu'elle suppose que j'allais revenir. Je reviens dans quelques heures, ai-je dit. Je dois récupérer les fleurs dans la chambre froide et le plan de table chez l'imprimeur. Elle se brossait les dents maintenant, de la mousse aux lèvres comme une optimiste enragée. Elle m'a fait un pouce levé. Tu es le meilleur. Sérieusement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Cette phrase. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Chaque homme l'entend à un moment donné, pensant que c'est de l'amour. Mais si vous l'inclinez juste un peu, si vous écoutez sans les filtres roses, ça ressemble beaucoup plus à un avertissement ou une menace. Je suis sorti et j'ai laissé la porte se refermer lentement derrière moi. Puis je ne suis pas allé chez le fleuriste, ni chez l'imprimeur. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall, je suis passé devant le plateau de croissants rassis de la boulangerie et je suis sorti sur le parking. Ma voiture était toujours dans la section nuit. Je suis monté dedans et je suis resté assis 1 minute entière, les mains sur le volant, sans même mettre le contact. C'est là que ça m'a vraiment frappé. Pas la trahison. Non, j'avais fait la paix avec ça, quelque part vers la capture d'écran numéro 16. Ce qui m'a frappé, c'est la clarté, la légèreté de n'avoir plus rien à protéger. Je n'allais pas arrêter ce mariage. J'allais le laisser se produire. Laisser chaque siège se remplir. Laisser le champagne refroidir. Laisser le photographe prendre quelques clichés spontanés. Laisser faire son maquillage et remonter la fermeture de cette robe blanche à l'encolure illusion et aux perles qu'elle avait choisies avec une fausse dévotion. La laisser croire qu'elle entrait dans un avenir qu'elle avait bâti sur mes os. Et puis je dégoupillerai la grenade. Premier arrêt, pas le fleuriste. Le centre d'affaires de l'hôtel. Je l'avais repéré la nuit dernière. J'avais tout préparé pour l'impression, 4 copies couleur de ce que j'appelais maintenant le dossier plan G. Page de titre, table des matières, pièces à conviction, références croisées, horodatage, et même un joyeux pied de page, pour des images en haute résolution, visiter le dossier en ligne. De là, petit déjeuner avec son père. Il m'aimait bien, peut-être même mes mails, m'avait appelé, mon fils, après son 3e whisky au dîner de répétition. Je l'aimais bien aussi, autrefois, avant d'apprendre qu'il finançait sans le savoir une arnaque portant mon nom. Aujourd'hui, j'allais lui rendre l'appareil. Puis, la distribution des enveloppes. Un circuit précis. Son père, l'officiante, l'organisatrice de l'événement, un cousin de confiance. Pas pour détruire la journée, mais pour la désinfecter. Anna pensait avoir le rôle principal dans la production d'aujourd'hui. Elle ne réalisait pas que le scénario avait été réécrit. Elle ne réalisait pas que le marié avait fini de jouer la comédie. L'imprimante s'est bloquée à la 2e page. Une sorte de petit hoquet cruel du destin. Comme si même la technologie de l'hôtel voulait que ce cirque continue. Je me tenais dans le centre d'affaires sombre,
le genre qu'ils entassent entre les distributeurs automatiques et des ficus à moitié morts, écoutant le vrombissement et les gémissements de la machine qui s'étouffait avec l'épreuve. Pendant une seconde, j'ai failli rire. Et si elle ne pouvait pas supporter le volume de la trahison? J'ai réinséré la page doucement, comme si je persuadais un témoin réticent de témoigner. Une par une, les feuilles sont sorties, nettes, brutales, accablantes. Les captures d'écran de la conversation de groupe, horodatage et nom d'utilisateur surligné. La photo de Cabot avec Anna enlacée au bras tatoué, bouche contre bouche, la piscine en arrière-plan comme une photo de stock de mauvais goût pour fraude maritale. Le sondage, le fil de commentaires où Carly suggérait de me garder dans les parages jusqu'à ce que la rénovation de la cuisine soit terminée. Une autre demoiselle d'honneur avait plaisanté, tant qu'il signe pour le granit, on s'en fiche. Chaque page était un coup de poing, mais je n'ai pas bronché. J'avais fini de saigner. Ce n'était pas du deuil. C'était de l'emballage, du traitement. Rendre ces ordures présentables pour le recyclage. Je les formatais comme un dossier d'affaires. Propre, clinique. Chaque pièce à conviction avait une étiquette, pièce A, intention de tromper. Pièce B, preuve d'infidélité. Pièce C, communication indiquant une exploitation financière. Ça sonnait mieux que « conversation de groupe de peste se moquant de l'idiot en smoking ». J'avais 4 enveloppes, blanches, standard, sans prétention. Pas les grands dossiers rouges spectaculaires que l'on voit dans les drames judiciaires, juste du papier de bureau ordinaire. Parfait pour se glisser dans les interstices discrets d'un jour de mariage. Chacune était étiquetée à l'encre noire, Monsieur Douglas, père de la mariée, Pasteur Élise, Meghan, coordinatrice de l'événement. J'ai inclus une courte lettre dactylographiée dans chacune, non personnalisée, juste un résumé, les documents ci-joints contiennent des conversations et des images pertinentes pour l'intégrité de la cérémonie d'aujourd'hui. Je vous encourage à les examiner avant de procéder. Pas de signature, juste mon nom imprimé proprement. Puis j'ai glissé chaque dossier dans son enveloppe et les ai scellés lentement, une par une. La 4e a un peu collé. L'adhésif ne tenait pas bien, alors j'ai pris un bâton de colle sur l'étagère de fourniture et je l'ai refermé avec la paume de ma main. On apprend quelque chose en faisant ça. Le sentiment de finalité d'une enveloppe scellée. C'est petit, à peine perceptible, et pourtant ça porte le poids d'un avenir entier qui implose. J'ai plié les enveloppes dans la housse qui contenait mon smoking, je les raccrochais soigneusement au crochet de la porte de la chambre d'hôtel, pour que, quand elle la verrait plus tard, tout semblerait encore se dérouler comme prévu. Parce que c'est ce qu'elle voulait. L'illusion, les photos, le spectacle. Très bien, quel est son spectacle? Mais en coulisses, je tirais les ficelles. Si calme dans la planification. Pas la paix, pas le pardon, pas la clôture, juste le mouvement. Un mouvement contrôlé, délibéré. Une checklist de détachement émotionnel. Le hall de l'hôtel commençait à s'animer quand je l'ai retraversé. Le personnel disposait les centres de table, poussait des chariots, le cliquetis des pas sur le carrelage. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Un groom a crié quelque chose en espagnol. J'avais l'impression de traverser le décor d'une pièce dont j'avais déjà vu la fin. Et j'étais le seul à avoir le scénario. De retour à l'étage, j'ai posé la housse du smoking proprement sur le lit. Elle était déjà partie. Manucure, coiffure, quelque chose de superficiel. Je me suis assis, j'ai sorti ma montre et j'ai commencé à chronométrer la distribution. Son père en premier. Il serait au dîner. Il y mangeait toujours quand il ne pouvait pas dormir. Il appelait ça son « rituel préalé ». Je la lui donnerais avec un sourire et je partirais avant qu'il ne tourne la première page. Puis Élise, l'officiante. Elle était méticuleuse, spirituelle et allergique au scandale. Meghan ensuite. Elle serait trop occupée à coordonner les tables de gâteaux et les signaux du DJ pour réagir immédiatement. Et Anna. Je garderai la sienne pour la fin, là où elle la trouverait au moment parfait. Pas trop tôt pour arrêter la journée. Pas trop tard pour plaider l'ignorance. Juste assez de temps pour tout brûler de l'intérieur. Les gens pensent que la vengeance est bruyante, explosive. Ils ont tort. C'est 4 enveloppes, 2 agrafes par dossier. Et un marié qui entre dans un mariage comme s'il entrait dans une salle de conseil. Il était déjà à la moitié de son café quand je suis entré dans le dîner. Même box dans le coin qu'il choisissait toujours. Dos à la fenêtre. Mots croisés du dimanche à côté de la salière.
Il lisait le menu comme un homme qui n'avait pas l'intention de commander quelque chose de nouveau, mais qui ne voulait simplement pas rester assis. Je trouvais ça attachant, avant. Maintenant, ça ressemblait juste à quelqu'un qui prétendait avoir le choix. « Bonjour, Greg, dit-il en levant les yeux. Je pensais que tu serais en train de dormir. Grand jour. Je lui ai adressé un sourire crispé. Pas beaucoup dormi. Il a plié le menu, m'a fait signe de m'asseoir en face de lui. Le tract d'avant-mariage? Quelque chose comme ça. Doug pour la plupart des gens, avait toujours été plus un mentor qu'un beau-père. Il m'avait appris à faire un old-fashion décent, m'avait confié son bateau, m'avait même prêté sa souffleuse à neige quand la ville avait oublié notre rue. Il m'avait dit un jour, si j'avais un fils, je voudrais qu'il soit comme toi. J'ai pris le siège lentement, j'ai fouillé dans mon sac. L'enveloppe semblait plus lourde qu'avant. Il ne l'a pas remarqué tout de suite. Il faisait signe à la serveuse, demandant son plat habituel. J'ai glissé l'enveloppe sur la table, juste à gauche de son coude. Doug, ai-je dit doucement, vous devriez peut-être lire ça avant de la conduire à l'hôtel. Ses yeux sont passés du menu à l'enveloppe. Son front s'est plissé, mais il ne l'a pas prise. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu. Il m'a fixé un instant de plus, puis a eu un petit rire mal à l'aise. C'est une sorte de blague? Non, ai-je dit, mais j'aimerais bien. C'est tout. Je me suis levé, j'ai laissé un billet de 10 € sur la table pour le café que je n'avais pas commandé, et je suis sorti. La cloche au-dessus de la porte a tinté derrière moi, un son stupidement joyeux pour un moment qui ressemblait à couper une conduite de frein. Je ne me suis pas retourné. Je ne voulais pas voir son visage quand il l'ouvrirait. Quand l'homme qui m'avait un jour porté un toast en m'appelant « le rock dans sa vie » verrait les messages, les photos, le plan pour prendre la maison qu'il leur offrait en cadeau de retraite et la transformer en un pion dans un jeu dont il ne savait même pas que sa fille jouait. Mais je savais ce qu'il ressentirait. Pas la rage, pas au début, juste ce sentiment nauséeux d'être impliqué, de se demander comment il avait pu passer à côté, de faire le compte de chaque anniversaire, de chaque barbecue familial, et de réaliser qu'ils avaient tous été des étapes vers une scène où le marié n'était qu'un autre élément du décor. Doug était un homme de tradition, de devoir, de fierté. Il avait déjà choisi sa cravate, déjà répété sa marche dans l'allée, pied gauche en premier, s'arrêter à la 3e marche, la donner avec un sourire. Maintenant, il devait choisir, protéger la performance de sa fille ou tirer le rideau. Et l'un ou l'autre choix le tâcherait. C'est la partie que je ne pense pas que Anna ait comprise. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Je pouvais survivre à l'humiliation. Bon sang, j'avais déjà traversé le pire. Mais l'effet d'entraînement, c'est ça qui allait la briser. Elle avait impliqué ses amis, ri dans mon dos, bâti son petit plan géant en supposant que les dégâts s'arrêteraient à moi. Ce qu'elle n'a jamais réalisé, c'est combien de personnes croyaient encore en l'idée de « nous ». Combien de personnes étaient impliquées, la famille, la foi, des futurs beaux-parents qui avaient déjà commencé à m'appeler « mon fils ». Et maintenant, l'un d'eux avait la pièce à entre les mains, fixant son café comme s'il pouvait réécrire ce qui allait suivre. De retour dans la voiture, je me suis assis un instant et j'ai regardé la rue. La ville se réveillait. Des joggeurs, des promeneurs de chiens, une camionnette de fleuristes qui se garait devant la chapelle à 2 rues de là. J'ai vérifié ma montre. 40 minutes avant de rencontrer la pasteur Élise. Un domino était tombé. 3 autres à suivre. Carly a fait irruption dans la suite de la mariée comme elle le faisait toujours, talons claquants, café glacé à la main, lunettes de soleil toujours sur le nez à l'intérieur, telle la reine de l'arrogance. Elle pestait contre un ruban de bouquet manquant ou un contouring mal fait sur l'une des demoiselles d'honneur. Le chaos habituel dont elle se nourrissait, toujours bruyante, toujours la première. Elle a jeté son sac à main sur le banc en velours et a cherché son chargeur de téléphone quand elle l'a vu. L'iPad, toujours allumé, toujours brillant. Elle a plissé les yeux, s'attendant peut-être à un tableau Pinterest ou à des notes d'itinéraire. Au lieu de cela, elle a vu son propre nom en haut de l'écran. La conversation de groupe toujours ouverte. Le dernier message, non envoyé, à moitié tapé, clignotant de culpabilité. Ses propres mots la fixaient. Honnêtement, je le ferai aussi. Maison gratuite, Tesla gratuite. Et elle dit que l'intimité, c'est comme regarder de la peinture séchée. Bref. Elle s'est figée. Un par un, ses yeux ont balayé les messages visibles.
Les photos, les rires, le sondage. On lui donne combien de temps? Plongée en action. Puis elle a fait défiler vers le haut et a réalisé à quel point Greg avait vu. Depuis combien de temps était-il ouvert? Quand l'avait-il laissé comme ça? Pourquoi n'avait-il rien dit? Sa main est devenue froide autour de son téléphone. Le silence était la clé. Greg n'avait pas explosé. Il n'avait pas supplié. Il n'avait pas crié ni même fait d'allusion, ce qui signifiait que ce n'était pas une confrontation. C'était un coup monté. La panique s'est installée rapidement. Elle a appelé Anna. Pas de réponse. A réessayé. La troisième fois, Anna a décroché au milieu d'un fou rire, sur la chaise de maquillage. Carly, je te jure que si c'est pour le centre de table. Carly ne l'a pas laissé finir. Regarde ton iPad, tout de suite. Il y a eu une pause. Le genre de pause que les gens prennent quand ils réalisent que quelque chose de cher vient de se fissurer sous leurs pieds. Puis des bruits de pas précipités, une porte qui claque au loin. La voix d'Anna est devenue sèche. Pourquoi est-ce que ce conne? Un cri. Pas le genre théâtral. Pas le « oh mon Dieu, mon mariage est ruiné » qu'on voit dans les films. Celui-ci était sauvage, laid, réel. Puis le bruit du verre qui se brise. 20 secondes plus tard, la porte de la suite s'est ouverte violemment. Anna a fait irruption, le peignoir à moitié ouvert, du mascara sur un œil, les pieds nus claquant sur le carrelage. « Qu'est-ce que tu as foutu ?» Carly a bégayé, levant les mains. « C'était ton iPad. » Il a dû. Anna s'est jetée sur elle. La gifle a claqué comme un pistolet de départ. Toutes les demoiselles d'honneur se sont immobilisées. La playlist s'est tue en arrière-plan. Un fer à friser sifflait doucement sur le comptoir comme un serpent. « Tu lui as tout dit » a hurlé Anna, pointant du doigt, pleurant, la lèvre tremblante de cette manière théâtrale qu'elle avait toujours lorsque de vraies conséquences touchaient son monde de designer. « Tu as tout gâché. » Carly a reculé, les mains tremblantes. « Je ne lui ai rien dit. Je ne savais même pas qui il était. Il a dû. Peut-être qu'il l'a vu par accident. » Accident? Accident? Anna a attrapé l'iPad et a fait défiler, vite et frénétiquement, comme si elle pouvait l'effacer juste en atteignant le haut. Comme si les dernières 24 heures pouvaient être annulées avec suffisamment de mouvements de doigts. Non, 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 a-t-elle murmuré. Il a tout vu. Une autre demoiselle d'honneur a finalement parlé, doucement, prudemment. Peut-être que tu devrais lui parler. Peut-être que ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Anna s'est retournée vers elle. Il l'a laissé ouvert exprès. Puis la prise de conscience l'a frappé visiblement, toute l'étendue de la situation. Il n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de message. Il n'est pas revenu. Quelqu'un n'a marmonné, où est-il maintenant? Personne n'a répondu. Elle a regardé les filles, chacune d'entre elles complice. Chacune d'entre elles pâle, non pas par culpabilité, elles étaient habituées au mauvais comportement, mais parce qu'elles réalisaient maintenant que quelque chose avait changé. Greg n'avait pas fait de scène. Il n'avait pas crié en public. Il n'avait pas fait de rage. Il avait planifié. Il avait disparu. Et pire que tout, il leur avait laissé juste assez de cordes pour se pendre. Dans le coin, la maquilleuse a tranquillement rangé ses pinceaux. La suite, autrefois bourdonnante de champagne et d'anticipation, ressemblait maintenant à une scène de crime. Et la seule personne qui connaissait la chronologie ne répondait pas au téléphone. Ils ont commencé à arriver juste après midi, entrant avec optimisme dans des costumes sur mesure et des robes pastel, serrant des programmes et des sacs cadeaux, et trop de certitude. Le genre de foule qui croit que les mariages sont sacrés simplement parce que quelqu'un a dépensé 7 500 € en centre de table et 4 500 € de plus en arche de fleurs. Il souriait en montant les marches. Il posait devant le mur de lierre à l'arrière. Il se saluait avec des accolades et des « tu te rends compte qu'on y est enfin » et des rires polis, comme si ce n'était pas des funérailles au ralenti. Je les observais depuis la fenêtre de l'étage, à moitié caché derrière le rideau de la chambre de préparation du marié. Mon smoking était suspendu à côté de moi, fraîchement repassé et immérité. Personne ne m'avait vu entrer. Je m'étais garé sur le parking arrière. Je m'étais faufilé par la porte latérale. J'avais évité la suite de la mariée comme si elle était radioactive. Mes mains étaient stables.
Ça m'a surpris. Puis est venu le premier vrai signal. Doug n'est pas apparu dans le hall. Cet homme adorait faire une entrée. Il aurait dû être au premier plan, serrant des mains, racontant des histoires ringardes sur l'éducation de sa fille, s'attribuant le mérite de l'open bar. Au lieu de cela, une absence. Assourdissante et délibérée. Quelques invités ont murmuré. L'un a demandé à l'organisatrice s'il était en retard. Elle a souri, a menti, il est juste en train de s'habiller. Il arrive tout de suite. Il n'allait pas arriver. Le deuxième signe était Élise. La pasteur Élise, celle qui avait passé le mois dernier à nous envoyer des exercices de communication intentionnelle et des dévotions matrimoniales avec des passages surlignés. Elle avait toujours eu ce comportement ensoleillé, cet optimisme sain, comme si Dieu lui-même allait officier. Mais quand elle est entrée et a croisé mon regard, elle n'a pas souri. Elle avait l'air déçue. Pas de moi, du moins pas entièrement. Déçue de tout ce théâtre, comme un metteur en scène qui réalise que la troupe est pleine de fraudeurs, mais que le rideau est déjà levé. Elle m'a fait un lance-signe de tête et s'est dirigée directement vers la chambre de préparation, son classeur serré comme une bible la protégeant de la contamination. Pas de félicitations, pas de politesse, juste le silence d'une femme détenant une vérité explosive sans savoir où la diriger. Puis le troisième temps. Logan, l'un des garçons d'honneur, le seul qui n'était pas un crétin sorti d'une fraternité, m'a pris à part près de la fontaine à eau. Il avait son téléphone à la main, le pouce planant au-dessus d'un message. Il n'a rien dit au début. Il me l'a juste montré. C'était de sa sœur. Apparemment, elle était amie avec l'une des demoiselles d'honneur. La rumeur s'était répandue. Le SMS disait, « Mec, c'est à propos du mariage de Greg. Je viens d'entendre un truc de fou. C'est grave. » Jean l'a planté devant l'hôtel, grave. Logan a baissé son téléphone. Ses yeux étaient lourds. « Mec, je ne savais pas que c'était comme ça. Je suis désolé. » J'ai fixé le message, puis lui. « Ne le sois pas, ai-je dit. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. » Il a essayé de dire autre chose. Je me suis éloigné. De retour dans la chambre de préparation, je me suis assis un moment, juste pour respirer. Le monde basculait, mais mon rythme cardiaque ne bougeait pas. Il y a quelque chose d'étrange à savoir que le pire est déjà arrivé. On ne panique pas, on se stabilise. Comme un pilote avec un seul moteur et aucune illusion. Alors je me suis levé, j'ai pris le smoking de son cintre, je l'ai enfilé, j'ai boutonné chaque bouton soigneusement, j'ai noué le nœud papillon que j'avais répété une douzaine de fois la nuit précédente, j'ai lustré mes chaussures avec le coin d'une serviette, j'ai vaporisé un peu de parfum. Pas pour elle. Pour moi. Pour l'homme qui allait mettre fin à tout ça selon ses propres termes. Je me suis regardé dans le miroir et pour la première fois de la journée, je n'ai pas vu une victime. J'ai vu un homme qui terminait quelque chose, qui exécutait un plan. Dehors, le pianiste a commencé à jouer. Les premiers accords de cet instrumental surutilisé et sans âme que tout le monde choisit pour sa marche nuptiale. Plus de chuchotement maintenant. Quelques invités regardant leur programme, l'entrée, les uns les autres. Où est Doug? Où est Anna? Où est le marié? Je suis sorti de la chambre et j'ai longé le couloir arrière. Chaque pas était plus silencieux que le précédent. Et dans ma poche, l'enveloppe d'Anna restait bien rangée, toujours scellée. Elle n'avait aucune idée de quand elle la recevrait. Seulement qu'elle la recevrait. Bientôt, la musique a commencé. Cet instrumental sirupeux qui joue à chaque mariage entre des gens qui pensent que l'amour est une checklist. Les invités se sont levés d'un seul mouvement. Une vague bruissante de mousseline, de laine et d'attente fragile. Les téléphones portables s'inclinaient discrètement. Des sourires sont apparus. Certains s'essuyaient les yeux, trop conditionnés pour se demander si l'émotion était réelle. Je me tenais devant l'autel, de marbre, le dos droit, le menton levé, les mains jointes devant moi. Juste assez de chaleur dans les yeux pour paraître un marié, juste assez de calme pour suggérer qu'il le faisait vraiment. Sauf que ce n'était pas le cas, pas de la manière dont il le pensait. J'ai balayé lentement la foule, son côté plus rempli que le mien. Collègues de travail, amis de sororité, habitués du club de vin. Quelques-unes chuchotaient déjà, pas fort, mais juste assez pour que la tension commence à monter. Les gens le sentent, même avant de le comprendre. Puis la musique a tourné en boucle une fois, puis une autre. Les portes doubles sont restées fermées.
Le pianiste avait l'air confus, comme s'il avait peut-être raté une note. L'officiante, la pasteur Élise, a ajusté son classeur et s'est légèrement penchée vers moi. « Greg » a-t-elle murmuré. « Une idée d'où » Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri doucement comme un homme avec un secret dans la poche de sa veste. Les portes ne se sont pas ouvertes. Les invités ont commencé à regarder autour d'eux. 2 cousins de son côté ont échangé un regard. Un enfant quelque part a commencé à geindre. Puis la coordinatrice de l'événement, Megan, est soudainement sortie du couloir. Mi-courant, mi-trottinant. Ce professionnalisme paniqué de quelqu'un dont le travail est de s'assurer que rien ne ressemble à un désastre alors que tout est en train de brûler. Elle avait son oreillette, son presse-papier à la main, un sourire collé comme une peinture de guerre. Elle s'est approchée rapidement d'Élise sur la pointe des pieds, a chuchoté. Les yeux d'Élise se sont écarquillés. Sa main a agrippé le bord du pupitre. Un murmure plus fort s'est propagé dans la foule. Puis un nouveau son, de quelque part en coulisses. Un cri, pas délicat, pas du genre larmoyant et romantique. C'était pris mal. Il m'a piégé. Il a tout gâché. Les invités se sont retournés. Certains se sont mis sur la pointe des pieds. L'un des garçons d'honneur m'a regardé, s'attendant à moitié à une réaction. Je n'ai pas scié. Un autre cri, plus fort cette fois. Dites à mon père de venir ici. Il ne répond pas à son téléphone. Où est-il, bordel? La pasteur Élise s'est penchée vers le micro et, avec un rire forcé, a dit « Nous semblons rencontrer un petit retard. Veuillez rester assis pendant que nous nous préparons à commencer sous peu. » Plus de murmures, des déplacements gênés. Le pianiste a fait une pause, ses mains planant, ne sachant s'il devait jouer ou faire comme s'il n'était pas en train de regarder un mariage se désintégrer de l'intérieur. La coordinatrice de l'événement a sprinté vers le couloir latéral. Pendant ce temps, derrière ses portes à panneaux blancs, la scène se dénouait. Anna s'était enfermée dans la loge. Selon Megan, elle jetait des objets, criait, exigeait de savoir qui d'autre avait vu l'iPad, qui d'autre avait reçu l'enveloppe, pleurant que Doug l'avait trahi en ne répondant pas, en ne la conduisant pas à l'hôtel, en ne se présentant même pas pour l'aider à fermer sa robe. Carly était apparemment en sanglots, les mains tremblantes, essayant de se défendre. Une demoiselle d'honneur avait déjà appelé son petit ami et dit qu'elle était sur le point de s'évanouir. Le photographe avait pris 3 photos avant de ranger son matériel et de dire qu'il photographierait le gâteau plus tard, s'il y en avait un. Tout cela pendant que je me tenais tranquillement sous une arche florale qui avait coûté 200 €, respirant l'eucalyptus et les pétales de rose, regardant la salle basculer. Je n'ai pas eu besoin de dire un mot. Mon silence était l'explosion. Une femme, quelqu'un de son cours de yoga, s'est levé et est sorti. Juste tranquillement parti. Un couple a suivi. Les chuchotements avaient changé. Ce n'était plus « où est-elle ?» mais « qu'est-ce qu'il a découvert ?» Et puis finalement, Megan est réapparue, pâle, les cheveux légèrement en désordre. Elle a traversé la scène, s'est de nouveau penchée à l'oreille d'Élise et lui a tendu une petite enveloppe. Mon enveloppe. Elle l'avait ouverte, probablement comme demandé, pour le directeur du lieu. Une courte note, capture d'écran incluse, un avertissement que le marié avait connaissance de perturbations potentielles et voulait que le personnel soit préparé à des conclusions non violentes mais non traditionnelles. Élise en a lu juste assez pour blêmir. Megan m'a regardé comme si j'étais un homme sur un rebord de fenêtre, mais je n'étais pas en train de tomber. Je regardais le sol se précipiter vers elle. J'ai fait un pas en avant. La musique s'était complètement arrêtée maintenant. Pas de piano doux, pas de signaux pleins d'espoir, juste le silence de la confusion qui flottait comme un brouillard sur la salle. On pouvait entendre le craquement de quelqu'un qui s'ajustait sur son siège, une toux près du fond, un téléphone vibrant doucement. Pas de marié, pas de père de la mariée, pas de cortège. Juste moi sous l'arche à côté d'une pasteur qui semblait venir de lire une nécrologie au lieu d'un programme de mariage. Je me suis approché du microphone. Je ne me suis pas éclairci la gorge. Je n'ai pas fait de pause pour le drame. Je me suis simplement penché, j'ai saisi les 2 côtés du pupitre et j'ai regardé la mer de visage. Fossile clignotant, téléphone à moitié levé, sourire figé sur des lèvres confuses. Puis je l'ai dit. J'étais prêt pour un mariage. Elle était prête pour une arnaque. On pouvait presque entendre l'inspiration. Ce souffle collectif que les gens prennent quand ils savent que quelque chose vient de basculer. Je n'ai pas haussé la voix.
Je n'ai pas crié, ni pointé du doigt, ni agité des preuves comme un animateur de jeu télévisé. Juste une phrase. Mesurée, chirurgicale. Une femme au deuxième rang a eu le souffle coupé. Une autre a dit, « Quoi ?» à voix basse, à personne en particulier. Logan, mon seul garçon d'honneur qui en valait la peine, est resté complètement immobile, ses yeux fixés sur moi comme s'il venait de voir un fantôme. J'ai balayé la foule une fois, lentement, donnant à chaque personne une seconde pour s'imprégner de la situation. Puis j'ai hoché la tête. « Merci d'être venu, ai-je dit. Vraiment. Je suis désolé que votre temps ait été gaspillé, mais je vous le promets. Le mien ne le sera plus. » J'ai reculé. Aucune musique n'a suivi. Personne n'a bougé. Je me suis retourné, j'ai quitté la scène et j'ai laissé la salle dans un silence absolu. En passant devant la table des cadeaux, j'ai fouillé dans la poche de mon costume, j'ai sorti la dernière enveloppe, la sienne. Pas de seau de cire dramatique, pas de confetti de vengeance, juste une simple enveloppe blanche avec son nom dessus. À l'intérieur, une impression de la conversation de groupe, les photos, le sondage, la chronologie, et une note écrite de ma main, « Tu as failli réussir ». Je l'ai posée doucement sur le livre d'or, juste entre un stylo en forme de flûte de champagne et une carte qui disait « Nous vous souhaitons une vie de bonheur ». Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a appelé, pas même Megan, qui se tenait près de la porte comme un ballon dégonflé avec une oreillette. Dehors, le soleil brillait encore. Des voitures étaient toujours garées sur le parking en gravier. Quelque part dans le couloir, une demoiselle d'honneur pleurait dans son téléphone. Je pouvais entendre des cris étouffés à travers les murs. Quelque chose à propos de qui avait envoyé quoi, qui avait laissé quoi ouvert, qui savait. Peu importait, parce que j'étais déjà en train de partir. Pas de chaos, pas de coups de poing, pas de confrontation dramatique. Juste un marié qui en avait eu assez et un mariage qui était mort en une phrase. L'auberge était calme. Pas un calme luxueux, juste le calme des vieux parquets et des lourds rideaux. Le genre de silence qui s'installe dans vos os après une journée qui aurait dû vous anéantir, mais qui ne l'a pas fait. Je me suis enregistré sous mon propre nom. Pas d'alias, pas de drame, juste un homme payant en liquide pour avoir la paix et demandant une chambre avec un réfrigérateur assez grand pour contenir un pack de 6 bières. La réceptionniste, une femme d'une soixantaine d'années avec un badge nominatif indiquant Marlène, n'a pas demandé si je célébrais quelque chose. Probablement parce qu'elle l'a vu dans mes yeux. Ce n'était pas une lune de miel. C'était une sortie nette. Chambre 203, unité de coin, vue sur un étang et une station-service. Parfait. J'ai laissé tomber mon sac, j'ai enlevé la veste du smoking et j'ai déboutonné la chemise comme si je me débarrassais d'un costume. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Le rôle du marié s'était terminé brusquement, de manière décisive, sans stand ovation. J'étais de nouveau juste Greg. Greg avec sa propre clé. Greg sans un faux mariage imminent. Greg enfin seul et pas solitaire. J'ai sorti une bière du mini-frigo, je l'ai décapsulée. Pas de toast, pas de mots, juste une gorgée qui avait le goût du devoir accompli. Puis je me suis assis sur le bord du lit, j'ai sorti mon téléphone, toujours en silencieux, vibrant encore toutes les quelques minutes comme s'il ne pouvait pas accepter que j'avais gagné. Je n'ai pas regardé les nouvelles, je n'ai pas fait défiler les réseaux sociaux pour voir si le mariage avait fait son chemin sur la story Instagram de quelqu'un en pleine débâcle. Je savais qu'il ne fallait pas. Ces choses pouvaient attendre. Mais une notification a attiré mon attention avant que je ne l'éteigne. C'était d'elle. Juste une ligne, je t'expliquerai, s'il te plaît. Elle n'avait aucune idée de la force de ce silence de mon côté. Aucune idée qu'au moment où elle l'a envoyé, j'avais déjà supprimé son contact. Plus d'icônes en forme de cœur, plus de sonneries personnalisées, juste un numéro sans nom attaché. J'ai fixé le message pendant 10 secondes, puis j'ai appuyé sur supprimer. Pas de réponse, pas d'adieu dramatique, pas de réplique cinglante. Juste effacé. Et puis, pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai respiré. Pas une respiration superficielle, pas une respiration de composition, pas le genre que l'on prend quand quelqu'un entre dans la pièce et que l'on sait qu'on va faire semblant que tout va bien. Une vraie respiration. Le genre qui dit que vous n'avez pas perdu. Vous êtes parti la tête haute, l'esprit clair, et la vérité tranquillement assise dans votre rétroviseur. Dehors, une légère bruine a commencé à tapoter contre la fenêtre.
Je me suis allongé sur le lit, j'ai pris une autre gorgée et j'ai fixé le plafond comme s'il pouvait avoir quelque chose à dire. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Parce que le mariage n'a pas eu lieu. Parce qu'elle n'a pas gagné. Parce que je n'ai pas laissé le pire jour de ma vie devenir la définition de ma vie. Elle avait construit une scène pour me piéger. J'ai construit une sortie et j'en suis parti, impeccable.